j'ai appris à un peu mieux te connaître et j'ai trouvé que tu étais quelqu'un de super inspirant, entrepreneur, podcasteur, tout le temps à repousser sa curiosité et en plus à tester. C'est ça que j'aime beaucoup en fait. Il y en a beaucoup qui sont très curieux mais qui mettent pas en application. Toi, tu es plutôt du genre à tout tester. Donc je suis super content de t'avoir avec moi là pour les prochaines minutes. Et toi, t'es toujours sur Palavas, parce que tu m'as dit que tu avais changé de maison. Ouais, bah d'abord, je suis très flatté de tes compliments, de ton invitation. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement curieux et l'exploration, donc en l'occurrence du potentiel humain, est un truc qui me passionne vraiment, mais de façon plus large. J'adore la nouveauté et j'ai lu un Ouais. truc là il y a pas longtemps qui m'a beaucoup parlé. C'est tu vois les bébés, parce que je suis papa aussi d'une petite fille qui Mhm. maintenant a 18 mois et qui m'inspire énormément. Et les bébés apprennent d'abord à marcher à quatre pattes. Ils maîtrisent extrêmement bien la locomotion en quadrupédie. Et pourtant, un beau jour, ils décident de se lever, d'apprendre à marcher. Et c'est quelque chose qui est complètement sous-optimal parce que ils vont chuter régulièrement et malgré tout, ils vont se relever, recommencer, Mhm. réessayer, alors que ils ont un autre mode de déplacement qui lui est déjà bien maîtrisé. Et j'ai l'impression que une fois qu'on arrive adulte, on a tendance à se cantonner dans ce qu'on sait faire, à perdre cet esprit curieux, à avoir peur du regard des autres, peur de l'échec, et donc ne plus oser aller vers l'avant, aller vers la découverte, sortir de notre Mhm. zone de confort comme on le faisait étant bébé. Et donc on a tendance à reproduire des choses qu'on sait déjà faire, à s'hyper spécialiser. Et moi, à l'inverse, et je pense que ça c'est inscrit dans mon caractère, j'adore la découverte, la nouveauté. C'est quelque chose qui m'anime profondément. Et du coup, pour répondre à ta question, non, je suis plus à Palavas. J'ai déménagé provisoirement à Poussan, à 30 minutes Ok, de Palavas. Donc, j'ai la chance maintenant d'avoir un petit jardin. Et ce qui répond à une super. autre de mes volontés qui était d'améliorer mon rapport à la nourriture. Je trouve qu'elle est parfois désincarnée, acheter du muscle cellophané sans le respecter, des légumes dont on ne sait pas d'où ils viennent, etc. J'avais besoin de remettre de la conscience dans mon acte d'alimentation, tant d'un point de vue Mhm. nutritionnel qu'en termes de valeur, tu vois, vis-à-vis de la viande, etc. Et donc, grâce à ce petit potager, j'ai des poules. Donc, j'ai le plaisir tous les jours d'aller chercher mes œufs avec ma petite fille et aussi de lui apprendre Au ça, top, tu vois, le rapport bien direct sûr. à la matière. Moi, je travaille dans le digital, donc parfois mes journées se déroulent devant un ordinateur. Et justement, j'avais besoin de me reconnecter aux Mhm. fondamentaux, tu vois, à la terre. Et du coup, j'ai mon petit potager en permaculture, j'ai mes petites poules, et ça reste provisoire néanmoins parce que c'est juste le temps de faire des travaux dans ma maison principale que je revendrai par la suite pour partir m'installer en Haute-Savoie au bord du lac Léman, qui est un endroit qui m'inspire particulièrement. Trop cool. C'est hyper intéressant, tu vois, tout ce que tu dis là, par rapport à l'enfance déjà. Il y a un truc, moi, qui m'a marqué. Et tu vois, je travaille beaucoup dessus, en fait, en ce moment. Je travaille beaucoup sur, en fait, les comportements natifs, enfin, pas natifs qu'on a, mais les comportements, en fait, qu'on va construire dans la prime enfance, dans les premières années de notre Mmh. vie, qui ont pour but, en fait, ni plus ni moins, de nous permettre de survivre psychologiquement, émotionnellement, physiquement, jusqu'à l'âge où on est en capacité de se reproduire, parce qu'on est quand même des animaux à la base. Et tous ces schémas comportementaux, euh, ils vont venir, entre guillemets, nous saboter. C'est même pas entre guillemets, ils vont complètement venir nous saboter. Et plus on grandit, plus on s'éloigne de l'enfant qu'on était. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, plus je travaille avec des personnes, plus euh, sur le coaching, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont créé une tension interne en se disant mais je suis pas la personne que je voulais devenir. Et en fait, plus on creuse, plus on se rend compte que la personne qui voulait devenir, en fait, ils l'ont toujours été. C'est juste qu'on a tendance à s'éloigner de la personne qu'on était quand on était enfant, c'est-à-dire de sa curiosité, de son envie de Mmh. tester, de sa capacité à s'émerveiller de tout et n'importe quoi, d'aller ramasser les œufs de poule, tous les trucs comme ça, quoi. Et, euh, et effectivement, c'est cette peur de l'échec, de tester des choses et de se planter. Et quand tu regardes psychologiquement, la peur et l'excitation, enfin physiologiquement, psychologiquement, c'est la même chose. C'est juste une interprétation différente, mais la réaction enfin cérébrale, la manière dont ça se passe, c'est exactement la même chose. Et il y a un truc aussi, moi, qui m'a fait sourire dans ce que tu as dit, c'est être plus conscient de ce qu'on mange. Moi, je viens d'une famille de gros viandards. Et aujourd'hui, quand je retourne chez mes parents, j'arrive pas à survivre 3 jours parce que c'est viande matin, midi, soir, tous les jours, et mon corps est plus du tout habitué à ça. Et en fait, tu vois, moi, dans ma belle famille, euh,
il y a plus cette notion de terroir où en fait ils vont faire leur propre charcuterie, ils vont tuer le cochon, ils vont tuer les poules, ils vont tout faire. Ils sont absolument pas agriculteurs, mais c'est ancré dans cette mentalité de quand tu fais des choses, tu dois tuer les bêtes. Et là, moi, ça fait 12 ans que je suis avec mon épouse, et j'ai ressenti cette conscience dont tu parles justement, où je voyais mon beau-père qui allait tuer le cochon, qui tuait les poules, et moi j'en étais incapable. Et ben, c'est à ce moment-là où ma consommation de viande, en fait, elle a mais radicalement baissé. Parce que je me suis dit, ok, t'es pas capable de tuer un poulet, t'es pas capable de tuer un cochon, t'es pas capable d'aller tuer un bœuf ou un truc comme ça. T'es pas capable d'ôter la vie. À un moment, arrête de bouffer de la viande et de consommer bêtement. Et mécaniquement, ma consommation de viande, et celle de ma femme aussi d'ailleurs, a radicalement baissé. Avoir une consommation plus consciente des choses. Non, complètement, mais c'est exactement ça. Et tu vois, moi, je suis pas du tout contre le fait de manger de la viande, j'en consomme aussi. Mais je pense que justement, si tu dois toi-même tuer l'animal, donc c'est-à-dire, ça demande déjà un effort physique d'y aller, du temps, et ça demande aussi un effort mental parce que si t'aimes les animaux, bah, c'est dur de tuer un animal. Et dès lors, il y a un respect qui se crée, un respect pour la bête que tu as tuée et donc que tu vas consommer, mais derrière, tu vois, tu le fais en conscience. Tu vas pas tu vas pas manger que le muscle et laisser tous les abats parce que tu préfères le muscle, etc. Et puis tu vas pas te dire, oh, bah, je jette la moitié de mon steak parce que j'ai plus faim. Et naturellement, tu régules aussi ta consommation de viande sur la semaine parce que ça t'a demandé un effort. Et le fait de l'avoir comme ça à disposition, d'avoir que la meilleure partie, etc. Et ça coûte même pas tellement cher, tu vois. Donc tu l'as tellement facilement aujourd'hui, je pense, que ça t'enlève tout le respect, toute la conscience d'animal. Et par rapport aux constructions des modèles vis-à-vis de l'enfance, je suis on ne peut plus d'accord avec ce que tu partages. Et en fait, quand t'es bébé, au début, tu ne sais rien, tu n'es personne quelque part, et donc tu vas te construire par observation, par imitation, avec les modèles que tu as autour de toi. Et c'est hyper important parce que c'est grâce à ça que tu vas être capable ensuite d'avoir des codes sociaux, de vivre en société et d'être justement un animal social correctement adapté. Mais le risque, c'est que c'est tous ces codes que tu vas apprendre, tous ces masques en fait que tu as l'habitude de porter et qui vont se conjuguer pour faire ta personnalité, cachent ou camouflent ta nature profonde, ce qui te fait réellement vibrer au fond de toi et te fait parfois poursuivre des illusions. Alors, c'est pas forcément grave en soi parce que ces illusions, c'est aussi des formes de moteur. Donc, tu vas poursuivre des objectifs, etc. Puis après, tu vas les atteindre et tu vas t'apercevoir qu'en réalité, c'était pas ça qui te rendait heureux. C'est pas grave. Grâce à ça, tu comprends justement que c'est pas ça et donc ça t'oblige à réfléchir plus loin, à aller chercher ailleurs la réponse. Mais je pense qu'il faut en avoir conscience et justement faire le distinguo entre qu'est-ce que je fais par rapport à ma vision de la société, en réaction à ce que je me suis fait, à ce que je me suis construit comme image de la réussite, d'un homme, de ceci, de cela, et qu'est-ce qui me fait par rapport à ce qui me fait réellement vibrer au fond de moi. Ouais, complètement. Ouais, tu vois, il y a une analogie avec le business que moi je peux faire quand j'étais dans le monde de la banque, de la finance, où j'étais obsédé par ma carrière en fait, et j'ai eu la chance de me rendre compte tôt en fait que c'était pas ce que j'attendais de la vie. Mais il y en a plein souvent. Je crois que c'est Stephen Covey qui parle de cette analogie, c'est de l'échelle posée sur le mauvais mur. Où en fait tu te concentres à grimper les échelons d'une échelle et une fois que tu arrives en haut, tu te rends compte qu'en fait t'étais pas sur le bon mur, quoi. Et le temps passe tellement vite qu'on a vite tendance à zapper justement cette temporalité, à se dire j'ai le temps jusqu'à ce qu'on l'ait plus. Après, ça reste mieux quand même de monter sur le mauvais mur et de s'en rendre compte pour aller sur un autre après que d'être frappé d'immobilisme, de paralysie, de peur de faire le mauvais choix. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il faut de toute façon toujours essayer. De toute façon, l'homme est fait pour le mouvement, que ce soit le mouvement physique, le mouvement dans sa vie, le mouvement d'exploration. Et donc, je pense qu'il faut toujours être dans l'action, toujours aller de l'avant, toujours avancer, être dans ce mouvement et même quitte à faire des erreurs qui nous permettront de nous rediriger sur notre chemin de vie. Tu vois, c'est super intéressant ce genre de discussion, d'autant plus que, comme tu dis, toi, tu travailles dans le monde du digital, t'as une startup dans le monde du digital, et je trouve fascinant le fait que tu arrives à conjuguer les deux. Parce que toi et moi, on sait très bien que le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est hyper prenant. Et toi, à côté, t'as ton podcast, t'as des invités, t'es actif et tu fais en plus un travail de fond, et même une fois que le podcast est tourné, de création de composition qui est quand même profond.
Et tu vois, c'est pour ça que je voulais échanger avec toi aujourd'hui, pour parler de ta relation à la performance en général, parce que tout ça, ça demande quand même d'être ouvert à. Toi, tu parles de l'exploration du potentiel humain. euh, c'est exactement ça, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je fais pour faire tout ce que j'ai envie de faire? Bah, il y a deux choses, je pense, primordiales par rapport à ça. Déjà, j'ai une discipline très, très prégnante. Je pense que j'ai un profil, tu vois, assez sérotoninergique, introverti, c'est-à-dire que l'image que je me fais de moi-même est très importante pour moi, encore plus que l'image que les autres ont de moi. Et donc, c'est hyper puissant en fait comme outil parce que si je renonce à quelque chose que je voulais faire, si je renonce à des objectifs que je me suis fixés, à une Mhm. routine que j'ai décidé de mettre en place, à une habitude que j'ai pris ou à un engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, eh bien, mon image de moi en sera tellement dégradée que c'est une option qui est tout simplement pas possible. Donc ça me permet d'être tout le temps porté, même quand j'en ai pas envie, vers la réalisation de ce que j'ai décidé de faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est l'organisation. J'ai une organisation, tu vois, souvent on a tendance à critiquer les rituels, les routines, les habitudes, Mhm. parce que ça paraît barbant et c'est pas fun. Et on aime bien l'improvisation, l'aventure. Et en réalité, l'aventure, je la trouve principalement parce que le reste de ma vie est tellement bien cadré que j'arrive à faire rentrer dans mes journées tout ce que j'ai envie de faire, que j'ai pas cette charge mentale de me demander maintenant qu'est-ce que je fais, que je me connais bien, donc je sais quelles sont mes plages horaires les plus productives et à l'inverse, je sais lesquelles sont les moins adaptées au travail et donc peut-être les plus adaptées à faire d'autres choses, comme par exemple passer du temps avec ma fille ou apprendre ou faire du sport, etc. Et donc, mes journées sont extrêmement bien organisées, planifiées en fonction de moi, en fonction de mes obligations en tant qu'entrepreneur, en fonction de mes obligations familiales. Et, euh, et donc voilà. Et d'ailleurs, ça a même été un petit peu à l'extrême à un certain moment. Et tu vois, chaque chose était cloisonnée dans sa case. Et Mhm. parfois, pour mon cercle social, ça pouvait être difficile à vivre parce que ils avaient des cases qui leur étaient réservées. Et si ça sortait de cette case-là, ça m'allait pas. Donc j'étais Mhm. inflexible vis-à-vis de cette organisation et c'est quelque chose que j'ai un petit peu assoupli, notamment après la naissance de ma fille, où j'ai décidé de garder la même logique, mais de gommer un petit peu les lignes qui séparent les cellules de mon tableau. Mais je suis convaincu que du coup ces routines de vie, cette façon d'organiser mes journées, Mhm. a un pouvoir incroyable parce que déjà, ça m'évite de perdre du temps dans des distractions, de perdre du temps entre deux tâches, etc. Et ensuite, parce que ça m'économise une charge mentale, mais énorme. Le fait il y a une vidéo que j'aime beaucoup, un TEDx sur le paradoxe du choix, qui montre Ouais, qu'en de réalité, Barry le fait d'avoir Schwartz. trop de Mhm. choix, exactement, le fait d'avoir trop de choix, en fait, déjà te paralyse, te rend déçu de ce que tu as fait et utilise une énergie mentale énorme. Et donc, moi, je me lève le matin, je sais déjà comment va se dérouler ma journée. Et pour Mhm. autant, dans cette organisation, j'ai des plages horaires qui sont parfois dédiées qui sont parfois ouvertes, tu vois. Je sais que de telle heure à telle heure, ben, j'ai rien de spécial de prévu. Et ça peut être bien aussi, tu vois. Je sais aussi que le dimanche, par exemple, je travaille pas, j'allume pas mon ordinateur et c'est un moment qui est dédié à ma famille. Je sais pas ce que j'ai prévu à la base et on verra où la vie nous mène, tu vois. Donc je garde quand même la capacité d'être surpris. Je suis pas contre le fait de recevoir des propositions, etc. Mais je suis extrêmement organisé. Tu vois, c'est intéressant que tu parles du paradoxe du choix parce que je me rends compte que c'est un concept que très peu de personnes connaissent. Et juste voilà, pour le cadre de l'épisode, dans ce TEDx, Barry Schwartz alors, a écrit un super bouquin justement sur le paradoxe du choix et à l'initiative de cette théorie qui est du début des années 2000. Et c'est hyper intéressant parce qu'il parle d'une étude où dans un linéaire, tu vas mettre, je sais pas, 5 goûts de confiture. Tu vas les placer dans ce linéaire. Tu vas remplir juste tout le linéaire de 5 goûts de confiture et la semaine suivante, alors grosso modo, l'étude, je l'ai plus en tête, ça fait un moment que j'ai vu la vidéo, mais la semaine suivante, ils vont refaire la même expérience où cette fois, ils vont mettre 20 ou 25 goûts différents et ils se rendent compte qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires de 30%. Alors que les personnes ont plus de choix. 12 paradoxes. Où on se dirait, bah non, j'ai le choix de tout ce que je veux, donc je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Moins on laisse le choix aux personnes, plus elles prennent des décisions. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, on parle
on parle beaucoup de la théorie du bonheur, comme quoi il faut tout le temps être heureux, parce qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des personnes sont, je vais pas dire malheureuses, mais pour la plupart, pas loin, parce qu'il y a trop de choix. Il y a trop de choix pour tout. Tu vois, moi, je bosse avec un consultant marketing, il fait en sorte que je me focalise sur un ou deux réseaux sociaux maximum, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Et tu te dis, mais potentiellement, je peux aller partout. Quand tu vas en supermarché, tu as un choix monumental. Dans la vie, en général, aujourd'hui, on a un choix monumental, et même dans nos métiers, dans notre quotidien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée, tu vois, de cadrer sa productivité, comme tu le dis, parce que pour beaucoup de personnes, c'est binaire, c'est s'enfermer, mais tu as entièrement raison. En fait, tu te laisses pas le choix. Tu dis non, c'est prévu, c'est tout. Je me regarde dans le miroir et je me dis, tu t'es engagé à faire ça, tu le fais. T'as plus à réfléchir. Les choses sont beaucoup plus fluides. Et souvent, les personnes sont binaires par rapport à ça, de se dire, ouais, mais ton temps est millimétré, t'as plus le temps de t'émerveiller, y a plus d'espace pour la surprise, il y a plus d'espace pour rien. Non, c'est pas vrai. Au début, t'es extrêmement rigide, mais plus tu prends le pli, plus tu commences à avoir de la flexibilité. Exactement. Et c'est comme tout. Là, je travaille avec un client sur la nutrition. Même, je vais même pas prendre cet exemple. J'en parlais hier soir avec ma femme. Elle me dit, putain, mais la nutrition, je lui parle d'équilibre acide-base, d'indice glycémique, tout ça. Elle me dit, mais c'est hyper compliqué. Je fais non, c'est hyper compliqué les 2 premières semaines où tu fais attention. Après, tu fais plus attention à ça parce que c'est des réflexes que tu as pris. Ça devient normal de consommer ta nourriture de telle manière pour faire en sorte que t'aies pas de gros pics de glycémie, que ton corps soit pas ultra acidifié. Et on part sur un autre sujet. Mais effectivement, tout changement euh, nécessite un peu de rigidité au début, mais qui va t'apporter énormément de flexibilité et moins de charge mentale à terme. Et puis, ce que tu partages aussi, c'est le pouvoir des habitudes. Et déjà, je pense que c'est important de pas tout changer en même temps. Moi, j'ai toujours avancé petit à petit sur mon chemin, étape par étape, que ce soit sur l'alimentation, sur le sport, sur ma productivité, mon organisation, etc. Je me dis, ah bah tiens, il y a quelque chose ici que je pourrais optimiser, je vais faire ce test-là. Et à chaque fois, j'ai avancé comme ça, étape par étape, petit à petit, parce que toute méthode est individuelle. En fait, chacun aimerait avoir la méthode magique, l'alimentation parfaite, etc. Alors qu'en réalité, tout est individuel. Et donc moi, petit à petit, j'ai testé les choses, petit à petit. Et si tu essaies de tout changer du jour au lendemain, en plus pour ton cerveau, qui est habitué, justement, qui a ses habitudes, parce qu'on est quand même des êtres routiniers, c'est un tsunami. Et du coup, c'est pas gérable. Il arrivera pas à le tenir sur le long terme. Ça va générer du stress, du cortisol, de la noradrénaline, etc. Donc, il faut y aller étape par étape. Et tu vois, une pyramide que tu construis, tu poses tes briques. Et paf, j'optimise mon petit déjeuner. Paf, j'optimise mon repas du midi. Paf, ah bah tiens, là, je me rends compte de ça. Je vais peut-être modifier un peu ceci, un peu cela. Là, tu vois, par exemple, sur mon organisation, ma productivité, pourtant, j'avais déjà fait pas mal de trucs. Je me suis aperçu que j'étais quand même beaucoup plus productif le matin que l'après-midi. Donc là, maintenant, je me lève à 5h30 du mat. Je commence à bosser. Donc le matin, j'aime bien. Donc ça, tu vois, on reprend le principe des habitudes. Le matin, j'ai toujours ma petite routine de mobilité qui permet de réveiller mon corps, de commencer ma journée. Je pense qu'à la fois, c'est bon pour l'entretien de toutes mes fonctions humaines. Et en plus de ça, c'est une bonne façon de prendre conscience de mon véhicule et de me réveiller, de me mettre justement dans ma journée, tu vois, de passer de l'état de sommeil à un état plus actif. Donc j'ai ma petite routine. Après je vais promener mon chien, je petit déjeune et puis je commence à travailler vers 6h30, tu vois. Et à midi, j'ai quasiment fini ma journée. J'ai fait toutes les tâches qui étaient réellement importantes pour moi. Et en réalité, avant, sur une journée normale, tu vois, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour arriver au même résultat parce que je suis beaucoup plus productif le matin. Et par contre, j'ai des petits hacks, tu vois, par exemple, mon Gmail est très bien organisé aussi, et donc j'ai des dossiers, des choses qui doivent être traitées de façon urgente, d'autres qui le sont pas. Et de cette façon-là, j'ai des blocs, par exemple, pour l'administratif. Avant, assez facilement, je me laissais happer par tu sais, quand t'es chef d'entreprise, t'as toujours des conneries administratives à faire qui te saoulent et donc qui te parasitent parce qu'en plus, tu sais que tu dois les faire, donc ça reste dans un coin de ta tête, etc. Ça t'énerve, tu vois, ça crée de l'aversivité. Donc du coup, tu te dis, je vais le faire maintenant. Mais si tu le fais maintenant, eh ben, ça te détourne des tâches qui sont réellement importantes, qui ont un réel impact sur ton business. Du coup, je les mets dans un dossier, paf, et il y a un créneau dans ma semaine qui est dédié à ces tâches-là. Et toutes les semaines, paf, j'ouvre ce dossier, je déroule les trucs administratifs que je dois faire. Et j'ai ces petits tips d'organisation pour tout. Et donc, je disais que du coup, je termine ma journée, entre guillemets, à midi. Et ça me permet d'avoir tout l'après-midi
à disposition pour apprendre, me former, répondre justement à des mails qui sont pas très importants, qui demandent pas énormément de créativité, énormément de ressources cognitives, pour les calls, pour des points d'équipe, des petites réunions, etc. Des choses qui en réalité nécessitent pas que je sois au maximum de moi-même. Et en plus, en termes de charge mentale, ça permet d'être beaucoup moins stressé entre guillemets, parce que à midi, je sais que j'ai déjà fait tout ce qui était réellement important. Le reste, si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, que je le fais demain, c'est pas grave. Et donc, ça me permet aussi d'être plus flex vis-à-vis de ma fille. Donc, je te disais que, tu vois, ça a pas mal redéfini mon rapport au travail, le fait de devenir père, parce que j'ai pris conscience aussi de l'importance de tous les pans de ma vie. Ça faisait déjà un moment que j'avais commencé à avancer sur ce chemin, à m'apercevoir, par exemple, que le fait de faire du sport, de prendre soin de moi, ça me permettait d'être plus heureux, mais donc d'être aussi plus efficace dans mon travail, dans mes rapports humains. Parce que quand t'es stressé, quand t'es sur la corde raide, quand t'es au bout de ton énergie, parce que tu travailles comme un malade, comme un acharné, eh ben, tu peux pas donner le meilleur de toi-même dans tes rapports humains. Or, être chef d'entreprise, c'est aussi travailler avec des collaborateurs, avec des clients, etc. Donc, il y a du rapport humain. Tu peux pas être au top d'un point de vue créativité, parce que ton cerveau, il est tellement pris par tout ce qu'il doit faire qu'il a pas d'espace pour réfléchir, pour imaginer de nouveaux concepts, pour imaginer de nouveaux plans marketing, etc. Donc, c'est hyper important d'avoir ces moments pour soi, des moments où tu vas marcher en nature, où ton cerveau il continue à processer, à régler des problèmes. Et donc, j'avais déjà pris conscience de tout ça. Mais malgré tout, peut-être que ma sphère sociale restait en deçà dans mes attributions de valeur du reste. Et donc, avec la naissance de ma fille, j'ai décidé de lui accorder plus de temps parce que ça me rend heureux, parce que ça répond aussi, on parlait tout à l'heure des modèles, à l'image que je me fais d'un bon père, ce que j'ai envie d'être. Et parce que travailler, c'est bien, gagner de l'argent, c'est bien, mais en réalité, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est l'impact que tu vas avoir sur le monde. Et donc, quel impact tu as sur le monde? Bah, principalement celui de ton cercle proche. Et pour ça, il faut être exemplaire, entre guillemets, il faut être bien dans ton cœur, dans ton corps, pour pouvoir donner autour de toi de l'amour, donner de l'enthousiasme, etc. Donc, je divague, hein, mais et donc, je termine sur ma réponse. Et donc, du coup, grâce à ça, l'après-midi, tu vois, et ben, maintenant, ma fille, elle est chez la nounou. À 17h, elle termine la nounou. J'allais jamais la chercher. 17h, je commence ma journée à 17h. Non, j'exagère, mais 17h, c'était beaucoup trop tôt. J'avais dit à ma femme, d'ailleurs, c'était beaucoup trop tôt comme horaire. Puis elle me dit, oui, mais moi, j'ai envie de l'avoir plus. Et du coup, j'irai la chercher. Bon, ok. Et ben, maintenant, c'est moi qui vais la chercher le soir. Et je suis très content de ça. Donc, tu vois, je me suis offert aussi le luxe de cette de ce relâchement, et pourtant j'ai pas l'impression d'être moins focus sur mon business. Au contraire, j'ai l'impression d'être plus détendu, plus efficace. Tout ça parce que j'ai décalé mon moment de travail, enfin de travail vraiment intense sur le moment de la journée où j'étais le plus productif. Ça me parle beaucoup, tu vois, ce que tu dis. Moi, la mienne a 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce moment-là. Moi, ça avait toujours été clair dans ma tête. Je veux être un père présent. Je me l'étais toujours dit. Je m'étais toujours engagé à ça, et même envers ma femme. J'ai dit très vite quand on s'est rencontrés, je dis moi, quand je serai père, je serai un père présent. Et c'est vrai que j'ai monté ma boîte 1 an avant de devenir papa. Et en fait, la première année, je faisais 8h, 19h tous les jours. Ça me paraissait normal. C'était logique. Et je parle des horaires travaillés physiquement. Après, tu te réveilles, tu y penses. Le soir, j'y pensais aussi. C'est les premières années, c'est un peu la phase lune de miel, t'es à fond, quoi. Et comme toi, quand on a eu notre petite fille, au bout de 4 mois, on l'a met chez la nounou. Et ma femme dit, ce sera 9h, 17h. Et moi, je me dis, 9h, 17h, mais comment je vais faire? C'est impossible. Et en fait, ça a été la meilleure contrainte qui me soit arrivée, entre guillemets, parce que c'est là où je me suis intéressé au pic énergétique. Comme tu dis, il y en a qui sont plus productifs le matin, d'autres plus le soir. Moi, je sais que j'ai un gros pic énergétique en fin de journée, mais c'est principalement le matin où je suis très concentré. Et il y a vraiment l'optimisation de mon temps. Ça rebat les cartes, un enfant. Ouais, complètement. Et cette période de lune de miel, je l'ai évidemment connue, et sur toutes les boîtes que j'ai eues avant, et même celle-ci au début, j'ai travaillé comme un dératé. Mais je m'aperçois, et d'ailleurs, tu vois, au début, quand j'ai commencé, entre guillemets, à moins travailler, ou en tout cas à organiser mon temps différemment, je ressentais de la culpabilité.
parce que ça répondait pas à l'image que je m'étais fait de l'entrepreneur, etc. Mais pour autant, si je regarde mon impact, les résultats de mon travail, je les trouve meilleurs que quand je travaillais de 9h à 20h, 21h, 22h parfois. Ouais, complètement. Complètement, parce qu'il y a ce concept de priorisation où tu te concentres plus sur ce qui est urgent, mais sur ce qui est important, parce qu'en fait, tu n'as plus le temps. Alors que quand tu as une large tranche horaire entre 8h et 19h, 20h, bah, tu te dis, bon, bah, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis à 19h, t'es rincé. Enfin, tu te dis que t'en peux plus à 19h, mais en fait, ça fait déjà depuis 15h que t'en peux plus. Et tu fais que repousser. Donc, en fait, plus tu repousses, moins t'as d'énergie, moins t'arrives à te concentrer, moins t'es efficace. Donc, en fait, t'as l'impression de produire, mais tu produis pas. Et en fait, tu répètes ça tous les jours. Alors que quand t'as une plage horaire dédiée à chaque truc et que tu te dis, j'ai 1 heure pour le faire, bah, pendant 1 heure, t'es à fond. Et comme tu le dis, moi c'est plutôt 9h, 13h, mon mode de fonctionnement. Entre 9h et 13h, je fais tout ce qui est important. Et à 13h, c'est terminé, c'est pas terminé. Tant pis, c'est rarement pas terminé. Mais souvent, c'est terminé l'après-midi. Je vais profiter comme toi pour faire des choses plus qui vont moins me taxer cognitivement. Et puis en plus, quand tu as comme ça une plage horaire entre guillemets réduite où tu es à fond, tu es focus, etc., tu rentres vraiment en état de flow, t'es dans ton travail et t'es pas en train de switcher d'un onglet à l'autre ou d'être distrait par tes notifications WhatsApp, etc. Bon, après, il faut dire qu'aussi j'ai la chance d'être assez peu sensible, assez peu addict à mon téléphone, aux réseaux sociaux, au WhatsApp, etc. Et donc ils ont plutôt des 2 horaires réservés. Le premier, c'est quand je suis aux toilettes, où je regarde rapidement Instagram. Et encore, c'est une nouveauté, c'est que depuis que j'ai mon podcast. Et puis le deuxième, c'est répondre aux messages WhatsApp. Et je fais ça le soir, tu vois. Mais sinon, mon téléphone, je l'utilise pas. Enfin, si pour répondre à mes clients, etc. Mais sinon, je vais jamais sur Facebook. J'ai même pas l'application TikTok. Je suis un peu un dinosaure parce que c'est vrai que c'est intéressant d'ailleurs pour un entrepreneur de suivre les tendances, de savoir comment les gens évoluent, comment ils pensent, etc. Mais ça m'intéresse pas et j'ai l'impression que c'est une perte de temps. J'ai d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui de mon point de vue, m'apportent beaucoup plus. Et d'ailleurs, à cet égard, je donne un dernier petit hack, c'est la diète d'information. Avant, j'avais tendance à commencer ma journée en répondant à mes mails, premièrement, et j'en reçois pas mal. Et la deuxième, en lisant 3-4 newsletters sur les actus, sur comment évolue le monde, sur l'économie, sur la bourse, etc. Et puis après, un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, à part te montrer une image pourrie du monde, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Est-ce que ça t'aide à prendre de meilleures décisions dans ton travail? Non. Est-ce que ça t'aide à avoir de meilleurs rapports humains avec tes clients? Non. Est-ce que ça te fait perdre beaucoup de temps? Oui. Du coup, j'ai supprimé tout ça. J'ai supprimé le fait de répondre à mes mails le matin. Donc, du coup, ça sera plutôt l'après-midi. Sauf si j'ai des mails urgents. Comme je disais, j'ai des dossiers dans mon Gmail. Et donc, si j'ai des mails urgents, je les traite. Et sinon, ils sont tous rangés dans des dossiers et je les traite au moment qui leur sont dédiés. Et voilà. Et donc, ça, déjà, tu vois, ça me permet dès le matin de démarrer direct sur ma journée et de pas perdre 1 heure à répondre à des mails et à lire des newsletters. Et en réalité, est-ce que j'ai l'impression que depuis que je fais ça, je suis moins érudit ou j'ai plus de difficultés à tenir des conversations intéressantes avec les gens? Bah, pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est comme ça que tu as des conversations intéressantes, parce que tu n'as pas de sujet de surface à traiter. C'est vrai, et puis du coup, tu es beaucoup plus ouvert aussi à l'autre. Complètement. C'est vrai que moi, tu vois, je pense que ça doit faire 5-6 ans qu'on regarde plus les informations avec ma femme. Pour les mêmes raisons que toi, à un moment, on s'est dit, à part nous foutre l'angoisse et augmenter notre niveau de stress, ça nous sert pas grand-chose. Et quand il y a quelque chose de grave qui se passe, t'en entends toujours parler d'une manière ou d'une autre. Au début, ça fait bizarre parce que t'as l'impression d'être un peu l'impression d'être le con qui est jamais au courant de rien. Mais tu te fais vite à ça et tu te rends compte que les autres sont tout le temps stressés et toi, tu l'es beaucoup moins. Et justement, tout ce temps que tu peux l'accorder à des choses qui sont importantes pour toi. Et comment est-ce que tu fais pour organiser ton temps en fait entre ta startup, ton équipe, tes objectifs et ton podcast et cette recherche constante de mettre en place de nouvelles choses?
Parce que moi maintenant, je commence un peu à te connaître, on a échangé plusieurs fois, et tu parles de yoga, tu parles de biologie, tu parles de sport, tu fais des choses en plus, tu t'entraînes. Et je sais que ça demande énormément de temps. Et c'est quoi ton rapport à la performance par rapport à tout ça? Mon rapport à la performance, il n'était pas extrêmement sain, pour être tout à fait honnête. Que ce soit d'ailleurs dans ma vie d'entrepreneur, dans le podcast, dans le sport, etc., j'ai toujours eu tendance à être plutôt dans l'angoisse de la performance, c'est-à-dire à toujours vouloir plus et et à jamais en avoir assez. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez Mmh. excessif de manière générale. D'ailleurs, là, tu parles de moi dans ma nouvelle version, on va dire, mais j'ai eu une version dans le passé qui était beaucoup plus tournée vers la fête, les filles, les drogues, etc., l'alcool. Et tu vois, on voyait, et même l'adrénaline d'une certaine façon. Et on voit aussi l'expression de ces caractères excessifs. C'est juste que maintenant, je les ai dirigés vers des choses qui sont beaucoup plus vertueuses. Donc voilà, donc il faut déjà prendre conscience de cet état de fait. Tu vois, ça fait partie de ma personnalité. Je l'accepte, je travaille dessus. Et déjà, dans un premier temps, en la dirigeant vers des choses plus positives. Puis ensuite, dans un second temps, en essayant d'avoir beaucoup plus de lâcher prise vis-à-vis des choses. Ensuite, du coup, comme je te le disais, c'est vrai que c'est pas facile de concilier plusieurs choses, surtout quand elles sont dans des domaines aussi différents. Le fait d'avoir, je cloisonne énormément, donc j'ai mes temps qui sont dédiés à ma boîte, ça reste Ok. ma priorité parce que j'ai des engagements, j'ai des investisseurs, j'ai des associés, j'ai des collaborateurs et ma parole a énormément de valeur pour moi. Donc ça, pour Mmh. moi, c'est ma priorité dans la sphère professionnelle, c'est ma priorité numéro une. Malgré tout, grâce à ces organisations, etc., eh ben, j'arrive à me dégager du temps, notamment l'après-midi ou parfois le soir. Je regarde peu la télé le soir, donc c'est des moments qui peuvent être exploités pour lire des livres. Là, tu vois, par exemple, j'ai les techniques de questionnement de Lionel Ah, Bélanger qui m'a oui, été conseillé par Guillaume Mathias, qui est un autre invité que j'ai reçu et ouais, très que bon je vais livre. probablement recevoir sur mon podcast. Et donc, tu vois, je lis le soir et je lis le soir. Et quand j'aurai terminé de le lire, bah, je serai très content de le recevoir sur mon podcast. Donc voilà. Donc il y a étant donné que ça me passionne, c'est quelque chose qui me nourrit. En fait, il faut aussi prendre conscience que Limitless Project a changé ma vie. Comme je te le disais avant, j'étais quelqu'un qui travaillait énormément, qui versait assez facilement dans de nombreux excès assez délétères pour la santé et qui cherchait pas forcément, qui avait pas l'impression qu'il y avait une autre façon de vivre plus vertueuse. Même si je Mmh. voyais que d'autres gens vivaient différemment, j'avais pas conscience que ma façon de vivre réduisait mon expérience de vie. Tu vois, Mmh. parce que on part toujours de modèles. Il y en a qui veulent être des super héros. Moi, à l'époque, je voulais pas être un super héros. Je lisais Bec BD et cette image de héros romantique, un peu malheureux et coquet, m'allait très bien, tu vois. Donc, Mmh. et aujourd'hui, j'ai une vie qui est radicalement opposée. Et je me sens tellement mieux à tout niveau, que ce soit en termes de productivité, de créativité, de bienveillance envers les autres, d'enthousiasme, d'amour, d'énergie. Enfin, vraiment, ça a radicalement changé ma vie. Donc, le temps que je consacre au podcast, j'ai pas l'impression de consacrer du temps au podcast. J'ai l'impression de consacrer du temps en investissant dans moi et en me permettant d'être la meilleure version de moi-même. Et en étant la meilleure version de moi-même, j'ai l'impression de servir ma boîte, de servir ma famille et de me servir moi personnellement. Donc c'est en réalité hyper vertueux et je le vois pas comme un sacrifice, tu vois. Et donc Mmh. quand le soir, par exemple, plutôt que de regarder une série à la con, je lis les techniques de questionnement pour reciter cet exemple. J'ai pas l'impression de travailler. C'est du bonheur pour moi. Et de la même façon, comme je te disais, j'adore explorer. Et ben, quand je peux passer un week-end à aller découvrir l'univers de quelqu'un, que ce soit potentiellement si on arrive à l'organiser, aller se faire une sortie rando ou trail ensemble, ou On va y arriver. partir à Biarritz pour aller faire les certifications Movnat, ou en Italie pour aller faire du yoga Tumo, etc. Et ben, j'y vais et ça me grandit tellement que ça en vaut largement la peine. C'est cool. Et tu vois, il y a un truc que tu as dit où je dirais que c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire, en faisant tout ça, j'ai l'impression, en fait, d'avoir un impact plus positif sur les autres, sur ma femme, sur ma vie et sur moi. Et enfin, je pense qu'en fait, c'est exactement l'inverse. C'est quand on arrive à avoir un impact sur soi, c'est Mmh, à ce moment-là qu'on peut commencer à avoir un impact positif sur tout le reste. complètement. Et tu vois, c'est vraiment moi, ma philosophie en général.
Et pendant longtemps, et je pense encore auprès de certaines personnes, ça résonne comme de l'égoïsme. Je dis toujours, partez de vous, travaillez sur vous, misez sur vous, améliorez-vous. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez donner, mais sur le long terme aux autres. Et il y en a beaucoup, tu vois, même des amis, des personnes que j'ai fréquentées professionnellement, tu vois, qui me disaient, mais non, c'est hyper égoïste, il faut vraiment être là pour les autres. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Néanmoins, en fait, si tu es tout le temps en train de donner aux autres dans un schéma où tu vas potentiellement attendre un retour, même que ce soit inconsciemment, sur le long terme, c'est pas viable. Pour pouvoir apporter aux autres, il faut que ça soit sur le long terme, et pour ça, il faut que toi, tu sois droit dans tes bottes, que tu sois bien, que tu aies de l'énergie, que tu sois cool, et que tu puisses avoir un impact positif à long terme sur les autres. Ouais, j'aime beaucoup cette vision et je la partage totalement. Et d'ailleurs, initialement, enfin, je suis quelqu'un d'une certaine façon très égoïste, notamment vis-à-vis de mon temps. Comme je te l'ai dit, j'ai une organisation qui est assez rêche et mon temps est précieux. J'en ai conscience, donc j'ai du mal à accepter de le perdre. D'ailleurs, c'est une des choses sur lesquelles je travaille, accepter de perdre du temps, de prendre le temps de perdre du temps. D'ailleurs, je vais le présenter comme ça parce que je suis convaincu qu'il y a plein de bienfaits à ça aussi, mais c'est quelque chose qui est un peu éloigné de mon tempérament. Et par exemple, hier, ma femme, elle me demande si je peux la conduire à Marseille. Donc 1 heure de route, 1 heure et demie de route aller, 1 heure et demie de route retour, donc 3 heures. Et après, il faudrait que je retourne la chercher pour qu'elle puisse prendre l'avion et partir en Corse. Puis je lui dis non, je vais pas perdre 6 heures de mon temps pour aller te conduire, venir te rechercher, machin. Prends la voiture, laisse-la au parking. Je préfère payer 60 balles le parking et que tu la laisses là-bas plutôt que de perdre 6 heures de mon temps. Donc il y a aussi ça, tu vois. Et donc du coup, ça c'est la parfaite expression de ce que tu dis. J'ai une forme d'égoïsme parce que j'ai conscience de la valeur du temps. Mais malgré tout, après, ce temps, eh ben, grâce à ça, j'ai du temps disponible pour elle, pour passer des moments de qualité ensemble qu'on va pouvoir partager. Donc, tu vois, c'est de cet égoïsme-là que part la bienveillance, que part de bons rapports, etc. Et pour reprendre l'histoire du podcast, il y a des auditeurs qui me sollicitent parfois en me posant des questions, etc. Eh ben, je prends du temps pour leur répondre et j'ai le sentiment que ça les aide aussi dans leur chemin de vie personnelle. Et si je peux me permettre d'avoir ce temps-là, eh ben, c'est précisément parce qu'à la base, j'ai été égoïste et que j'ai refusé d'aller faire un aller-retour qui servait à rien. Je comprends. Et tu vois, par rapport à cette notion de perdre du temps, la dernière fois, je discutais avec un client qui passait une période pas forcément facile au boulot, avec des problèmes de cash flow et tout. Et en fait, à un moment, il m'envoie un message le matin, il me dit, putain, il est au bout du rouleau, quoi. Et il voulait s'imposer cette obligation d'aller au travail, d'aller au bureau, pour faire bonne figure. Et c'est là où je lui ai dit, mais est-ce que tu as considéré le fait de pas te pointer au bureau aujourd'hui, de pas bosser? Mais t'es malade, mais t'es complètement fou. Attends, mais moi, c'est ma responsabilité, je suis le CEO de la boîte. Si je me pointe pas, qu'est-ce que les autres vont penser? Je dis, bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils voient en arrivant, en te forçant à sourire? Parce que clairement, tout le monde va voir qu'à un moment dans la journée va voir que ça va pas. Et qu'est-ce que ça va impacter? Quel impact ça va avoir sur tous tes collaborateurs, en fait? Quelle énergie tu vas donner à ce moment-là? Est-ce que, parce que tu vois, il y a un truc, je dis, faut pas que tu oublies, toi, t'es entrepreneur, t'aimes le risque. En tout cas, t'as pas la même relation au risque, ou peut-être pas le même besoin de certitude. Je vais plutôt dire ça, t'as peut-être pas le même besoin de certitude que tes collaborateurs, qui eux ont décidé d'être salariés. Ça veut pas dire que c'est mieux que c'est moins bien, mais c'est qu'ils ont mécaniquement un plus fort besoin de certitude. Et si toi, t'arrives dans un état d'esprit, un état émotionnel qui transpire l'incertitude, qu'est-ce que tu renvoies à ton équipe? Et en fait, ce matin-là, il a décidé de pas y aller. Il a décidé de juste se poser, de méditer. C'est pas un grand méditeur, mais juste voilà, de contempler, de se poser. Et en fait, ça a permis de se calmer émotionnellement. Il s'est posé dans son canapé avec un livre. Il a pris le temps, prendre le temps. En fait, il est arrivé, il m'a dit en début d'après-midi, mais j'étais au top. Et heureusement que j'ai pas fait ça. Mais c'est vrai que quand on est dans la boucle infernale du quotidien d'un entrepreneur, il y en a beaucoup qui prennent pas ce temps de prendre du recul, de prendre le temps de perdre du temps, en fait, des fois, comme tu le dis. Ouais, mais c'est très très vrai ce que tu dis et ça me fait penser à un autre détail qui en est pas vraiment un, c'est que souvent quand t'es entrepreneur, surtout au début de ta boîte, etc. Ta boîte c'est ton bébé, tu lui donnes tout. Et du coup il y a que ça qui est important dans ta vie. Et t'as vraiment un effet de tunnel, tu vois, et le reste est toujours hyper secondaire. Donc t'as un énorme pilier au début et rien à côté.
Et je pense que c'est particulièrement dangereux pour l'équilibre psychologique de l'entrepreneur, mais donc pour la qualité des décisions qu'il va prendre et pour sa capacité de résilience face justement aux tempêtes qu'il peut rencontrer. Parce que quand ça va pas dans sa boîte, eh ben forcément, étant donné qu'il a rien d'autre sur lequel se reposer, c'est son seul pilier. Il perd pied. Raison. Et s'il perd pied, il peut plus être le capitaine solide, fort, confiant face à la tempête. Et pourtant, c'est vraiment ça qu'on attend de lui, tu vois. C'est pas de prendre des bonnes décisions quand tout va bien, c'est de prendre les décisions difficiles quand tout va mal. Et pour réussir à les prendre, je pense que c'est justement hyper important qu'il ait d'autres piliers dans sa vie, qu'il ait par exemple le sport, qu'il ait une famille, qu'il ait des passions, tu vois. Et moi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter les deux choses, tu vois, le fait de donner tout à ma boîte, de n'avoir que ça et d'être directement lié à son destin et donc de vivre les courbes émotionnelles de ma boîte, parce qu'une boîte, c'est un peu les montagnes russes. Et maintenant, à l'inverse, j'ai une antifragilité beaucoup plus forte à cet égard parce que j'ai d'autres voies de satisfaction addictive que sont ma famille, que sont le sport, que sont Limitless Project. Et grâce à ça, j'ai la force de me sentir toujours bien et enthousiaste malgré les moments difficiles qu'on traverse forcément. C'est hyper intéressant. Tu vois, cette notion d'antifragilité, des différents piliers, ça image mieux que ce que j'ai dit, cette image de ce qu'est la vie d'un entrepreneur. Et ça résonne complètement en moi. Tu vois, j'ai fait un article, je crois que c'est cette semaine sur ma newsletter, où je parlais de quelque chose de très personnel. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. J'ai bossé pendant 10 ans dans le monde de la finance, de la banque de la finance, mais j'ai toujours eu ce rêve au fond de moi de dire un jour je le serai. Et le jour où je l'ai été, j'ai commencé à me prendre tellement au sérieux. Je disais pas que j'étais un but de ma personne, mais c'est qu'en gros, il n'y a plus rien qui comptait. C'était, t'as voulu être entrepreneur toute ta vie, ça y est, tu l'es, maintenant tu y vas à fond, quoi. Et en fait, j'ai complètement coupé de qui j'étais. C'est-à-dire quelqu'un de jovial, quelqu'un de taquin, qui aime bien rire, qui aime bien faire le con. Et j'étais très, très sérieux avec moi-même. Et en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps où je discutais avec mon coach. Et c'est à ce moment-là où je m'en suis rendu compte. C'est qu'il y a peut-être 3 ans, j'ai jeté mon doudou. Ça peut paraître complètement bête, comme ça. Mais je me souviens très bien, j'étais dans mon ancienne maison, j'avais mon bureau à l'étage. Je devais lire un livre ou regarder une formation, je suis descendu. Et un acte délibéré. J'ai pris mon doudou, je l'ai jeté à la poubelle. Et comme si c'était un acte de dire maintenant mon gars, t'es grand. Maintenant, mon gars, t'es plus un gamin, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il y a tout qui a basculé dans ma vie. J'ai fait un premier burn-out 6 mois après. Les relations avec ma femme étaient hyper tendues. Pour la première fois de ma vie, en plus de 30 ans, j'ai arrêté le sport. Quand je dis arrêter le sport, c'est que j'en fais plus que 2 fois par semaine. Ce qui pour moi était énorme, parce que j'en fais entre 6 et 7 fois par semaine. Et en fait, je me rendais compte qu'il y a tout qui se cassait la gueule, quoi. Parce qu'effectivement, j'étais en train de scier la branche sur laquelle j'étais assis, quoi. Et c'est quand j'ai commencé à reprendre contact avec ça, à me rendre compte de la connerie que j'avais faite. Alors, je suis pas allé à la déchetterie chercher mon doudou, ça c'était trop tard. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, il faut pas perdre qui on est, il faut pas tout sacrifier dans le process, parce que c'est comme ça que tu pètes ton vol. Et comme tu dis, une entreprise, c'est qu'une entreprise, entre guillemets. J'extrapole ce que tu dis, mais moi, c'est ce que j'en retiens. C'est une entreprise, c'est qu'une entreprise. Quand tu seras sur ton lit de mort, tu vas pas te dire à quel point j'ai bien géré cette boîte. Tu penseras à ta famille, tu penseras à tes enfants, tu penseras à tes amis, au bon moment que tu as vécu, aux belles expériences que tu as vécues et à ta vie de manière globale. Pas qu'au fric que tu as mis de côté et à l'entreprise pour laquelle tu t'es tué. Et j'aime bien ce que tu dis par rapport au sport. C'est moins profond que ce que tu partages, mais je l'ai pas cité. Et du coup, moi, je me suis mis plus tardivement à faire du sport. J'en ai fait quand j'étais enfant, peut-être jusqu'à mes 18 ans. Et puis après, j'ai une période un petit peu, comme je t'ai dit, de divagation. Donc, je faisais beaucoup de sport de chambre et beaucoup de sport en boîte de nuit. Mais sinon, je faisais pas beaucoup d'activités physiques en tant que telles. Et j'avais un très mauvais sommeil parce que j'arrivais pas à trouver le bouton off de mon cerveau et du coup il était tout le temps en train de processer, il y avait toujours plein d'idées et c'est génial d'avoir plein d'idées mais c'est très fatigant et tu vois j'ai souvent tendance à dire que certains manquent d'énergie et manquent d'idées. Moi j'ai trop d'énergie et trop d'idées et le sport a été un
le début d'un chemin merveilleux pour moi parce que il m'a aidé à m'équilibrer. Déjà, il m'apporte une fatigue. Il me permet de décharger une part de mon énergie qui me permet de mieux dormir la nuit. Du sport et de cette envie de performer est venue la nutrition, est venue la méditation, est venu l'intérêt pour toutes ces sphères qui aujourd'hui me semblent hyper complémentaires, font un tout et me permettent de me sentir mieux à tout niveau. Mais pour rester beaucoup plus pragmatique, le simple fait de réussir à mieux dormir la nuit, qui a été, j'ai beaucoup travaillé à optimiser mon sommeil, je le précise, m'a permis de gagner aussi beaucoup de temps. Parce que quand tu passes 2 heures dans ton lit à essayer de t'endormir et puis qu'après tu fais encore une petite insomnie pendant la nuit d'1 heure, en réalité ta nuit t'as perdu 3 heures dans ta nuit et dans ta journée. Par contre, maintenant, moi qui dors hyper bien, ces 3 heures-là, elles sont à disposition pour des choses qui sont potentiellement plus productives. Donc ça c'est intéressant. Et puis sur le petit enfant intérieur, je trouve ça très touchant ce que tu partages et très vrai en même temps. Et de la même façon, mais beaucoup plus tôt que toi, je me suis caché derrière une carapace de fer blanc. Ça m'empêchait pas d'être jovial, taquin, etc. avec les autres parce que j'ai toujours eu ce côté un petit peu séducteur. Mais pour autant, je me livrais pas vraiment. J'étais pas vraiment dans la relation. C'était plus une forme de c'est une mauvaise connotation, mais de manipulation, d'adaptation sociale. Et parce qu'en réalité, j'avais peur d'être rejeté. Je l'ai été quand j'étais en 6e et ça m'a profondément marqué. Et tu vois, ce besoin d'être fort, de prendre des douches froides, d'être fort physiquement, d'être fort dans le sport, de réussir, d'avoir potentiellement une belle voiture, une belle maison, qu'on parle de moi dans la presse. Tout ça, en fait, c'était une façon de me venger de ces petits traumatismes que j'avais vécus en 6e et en reléguant mon petit enfant intérieur qui est lui là, sensible, etc., bien profondément au fond de moi. Et toujours dans les expériences que j'ai vécues avec Limitless, j'ai fait une cérémonie ayahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est un mélange de lianes qui permet d'induire des états modifiés de conscience et de rentrer dans des états méditatifs assez profonds. Et là, j'ai reconnecté vraiment à ce petit enfant intérieur, à sa bonté, à sa sensibilité, à son envie d'aimer et de recevoir de l'amour. Et ça a vraiment été une révélation. Et du coup, en réalité, je pense pas que les gens extérieurement peuvent percevoir réellement le changement en moi. Mais maintenant, je me permets de vraiment vivre la relation, que ce soit avec ma femme, avec ma fille, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des collaborateurs, etc. J'ai plus peur de l'autre, j'ai plus peur d'être rejeté et je me permets de la vivre vraiment. Et je pense que ouais, tu vois, quand tu as des postes à responsabilité, tu as tendance à te blinder parce que tu dois renvoyer une image, tu dois être ceci, tu dois être cela. Exactement. Et j'ai le sentiment depuis quelques mois de me permettre d'être simplement moi. Et je trouve que j'ai des rapports de meilleure qualité avec tout le monde. C'est chouette. C'est chouette. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi, avec nous, David. C'est vraiment cool. Tu vois, pour terminer, alors sans état, enfin si, complètement en état modifié de conscience, il y a des choses que je fais, tu vois, avec mes clients. Et tu pourrais essayer de le faire, tiens, à l'occasion. C'est juste une visualisation où tu vas reprendre une photo de toi quand tu avais maximum 5 ans, entre 2 et 5 ans. Et c'est juste de regarder cette photo pendant 1 ou 2 minutes, de fermer les yeux, de continuer à la voir et d'essayer de casser la barrière de ce qu'on voit dans cette photo. Parfois, en fonction de ce qu'on a vécu dans la vie, on peut voir un petit enfant faible, un petit enfant triste, un petit enfant anxieux, un petit enfant maltraité, un petit enfant... et j'en passe. Mais d'essayer de passer ça et justement de prendre contact avec l'essence de cet enfant. Comme tu le dis, sa bonté, sa grandeur d'âme, malgré sa petite taille. Juste son envie d'être aimé, son envie de faire plaisir, son envie de partager, son envie de comprendre les autres. Tu vois, c'est un exercice qui est extrêmement puissant. Alors moi, c'est un coach qui me l'avait fait faire, un coach américain. J'avais trouvé l'expérience géniale et c'est là, il y a vraiment un an où j'ai compris les enjeux. Et l'impact, moi, sur ma vie a aussi été très fort à ce moment-là. Donc, écoute, je te remercie pour ce partage parce que c'est quelque chose qui intrigue ma curiosité et attise ma curiosité, pardon, et en plus que j'ai jamais fait, donc j'ai jamais entendu parler, donc de totalement nouveau. Donc je le ferai avec grand plaisir et je te partagerai les résultats.
Avec plaisir, David. En tout cas, c'était ça fait beaucoup de plaisir, mais un réel plaisir et profond de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est toujours sympa d'échanger avec toi et d'avoir ces discussions. Bah, il était partagé. Tu fais vraiment partie des belles rencontres que j'ai fait grâce à ce podcast. J'espère qu'on arrivera à coordonner justement nos emplois du temps un petit peu chargés pour aller marcher un petit peu en nature et continuer poursuivre ces belles discussions, ces belles conversations. Avec plaisir, comme on s'est dit dès septembre, on va arriver à se faire ça, une petite balade dans le Vercors sympa. Je vais nous organiser ça. Magique. Et en attendant, je mettrai les liens sous la vidéo de ton podcast et ta newsletter, comme ça les gens pourront vraiment rentrer dans ton univers. C'est gentil. Merci Quentin.